Ma sœur m'a envoyé une invitation de mariage avec des frais de présence de 10 000 $ en plus d'un cadeau. J'ai répondu, je ne viens pas. Maman a envoyé un SMS, paye ou sinon. Je n'ai rien dit, j'ai annulé chaque facture que je payais. Un par un, les prestataires sont partis. À 1 heure du matin, elle a envoyé un SMS. Je m'appelle Adeline Westbrook. J'ai 34 ans et, pendant des années, j'ai été la personne silencieuse de la famille. Celle qui réglait les problèmes, comblait les manques et ne demandait jamais à qui revenait le mérite. Retournons dans une maison à Greenwich. La maison des Westbrook à Greenwich gardait un chéquier en cuir dans le tiroir du hall d'entrée, et le nom imprimé dans son coin était le mien. Adeline R. Westbrook. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, quand quelque chose dans cette maison avait besoin d'argent, un toit qui fuyait au-dessus de la salle à manger, une facture d'impôt foncier, un dépôt pour le dernier rêve en date de ma jeune sœur, le tiroir glissait, le chéquier sortait. J'écrivais le montant et je signais. C'était mon argent. Je veux être clair là-dessus parce que tout en dépend. Pas une allocation, pas un prêt que je remboursais sur le papier. Mon salaire, mes économies. Je suis jury comptable. Je passe mes journées à trouver l'endroit exact où quelqu'un a discrètement déplacé de l'argent qui ne lui a jamais appartenu. Et pendant tout ce temps, sans jamais appliquer cette compétence à ma propre famille, je leur transférais mon propre argent et l'appelais comme ils l'appelaient, compenser ce que je leur coûtais. Tu es si douée pour ces choses, Adeline. Ma mère avait le don de faire passer une corvée pour un compliment. Diane Westbrook faisait glisser la facture d'un prestataire sur l'îlot de la cuisine comme d'autres mères passent le sel. Tu connais ces gens. Occupe-toi-en. Alors je m'en occupais. Mon nom figurait sur les contrats. Ma carte était enregistrée chez le fleuriste, le traiteur, le club. Quand ma sœur Caroline s'est fiancée, il était entendu, comme on comprend la gravité, que j'aiderais. Ce qui signifiait que les acomptes quittaient mon compte et que les mots de remerciement partaient sous le sien. Cela avait toujours été ainsi d'aussi loin que nous étions sœurs. Caroline avait 4 ans de moins et était plus douce dans tous les aspects où j'avais été endurci. Quand elle a voulu une voiture à 22 ans, la famille a trouvé un moyen. Quand je voulais quelque chose, la famille trouvait une raison pour que cela vienne de moi. J'ai appris tôt à quelle fille le mot « nôtre » était réservé, et ce n'était jamais celle qui signait les chèques. Je n'ai jamais demandé pourquoi l'aide n'allait que dans un sens. J'avais une réponse toute prête, usée par le temps. Après tout ce que cette famille a dépensé pour toi, c'est la moindre des choses. Chaque dollar était le mien. Je pensais simplement que je le devais. Il va un stylo. Ma mère le sortait lors des dîners de planification. Un lourd stylo plume noire avec une bague en or et 2 initiales gravées sur le corps près du capuchon, RW. Elle le débouchait avec un petit clic satisfait, posait une liste de contributions devant moi et faisait glisser le stylo sur la table. Signe là, ma chérie. Ce soir-là, la liste avait une nouvelle ligne, un montant revu à la hausse pour le groupe de musique, et j'ai signé sans lire jusqu'en bas, comme je signais tout dans cette maison. Mais mon pouce a accroché la gravure alors que je lui repassais le stylo. Et pour une fois, j'ai vraiment regardé. Maman, ai-je dit, ce ne sont pas tes initiales. Les initiales de Diane Westbrook sont DW. Le stylo indiquait RW. Elle l'a repris sans y jeter un coup d'œil. C'était un cadeau, a-t-elle dit. De ton père. Ne sois pas bizarre, Adeline. Mon père s'appelait Gérald. Gérald offre un stylo à une femme et y fait graver les initiales de quelqu'un d'autre. J'ai laissé la pensée germer, puis je l'ai chassée, comme je m'y étais entraîné pendant plus de 30 ans. Le stylo est retourné dans son sac à main avec un autre petit clic. Je me suis dit que ces lettres représentaient un nom de jeune fille, une marque de fabricant ou rien du tout. Il y avait une chaise pendant les fêtes que personne n'occupait. Elle avait appartenu à ma tante Rosalyn, la sœur aînée de ma mère, celle qui riait trop fort pour cette maison et ne m'a jamais fait sentir comme une simple ligne comptable. Elle était partie depuis longtemps. Je fixais encore cette chaise vide à chaque Noël en de me souvenir. L'hiver dernier, Caroline est arrivée à table en agitant une petite boîte en carton comme un cadeau d'invité. Un de ses kits ADN par correspondance. Elle avait craché dans un tube pour s'amuser, a-t-elle annoncé, pour découvrir à quel point nous étions irlandais. Tu devrais en faire un, a-t-elle dit en souriant derrière son verre de vin. Peut-être que tu es une enfant substituée.
C'est peut-être pour ça que tu es si bizarre avec l'argent. Quelques personnes ont ri. J'ai ri aussi. C'était plus facile. Ça suffit, Caroline. Ma mère l'a dit rapidement. Plus vite que le mérite de la blague. De la même façon qu'on tape sur une main posée sur une plaque chaude. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser des assiettes qui n'étaient pas finies. J'ai commandé un kit ce soir-là sur mon téléphone, sous la table. Je ne sais pas tout à fait pourquoi. Je me suis dit que c'était pour prouver que Caroline avait tort. Quand il est revenu quelques semaines plus tard, je n'ai pas ouvert les résultats. J'ai laissé l'email non lu pendant des mois. De la même façon qu'on laisse une porte fermée parce qu'on sait déjà à moitié ce qu'il y a derrière. La cuisine de Rosalind sentait toujours le cacao et la fumée de bois. J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris qu'une maison pouvait sembler différente de celle où l'on dormait. La maison de mes parents à Greenwich était belle et froide, pleine de pièces où l'on n'avait pas le droit de s'asseoir, pleine de meubles qui n'existaient que pour être regardés. La maison de tante Rosalind, à 1 heure de route le long de la côte, avait un canapé affaissé dans la cuisine et un sol qui restait chaud grâce aux poêles. Elle me mettait une tasse entre les mains et me posait des questions comme si les réponses méritaient d'être écrites. « Que as-tu créé cette semaine ?» demandait-elle. Pas quelle note, pas quel prix. « Que as-tu fait ?» À la maison, j'étais la difficile, la coûteuse, celle qui ne souriait pas comme il faut pour la carte de Noël. J'avais appris à me faire petite, utile et discrète, à occuper le moins de place possible, à m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Mais sur ce sol chaud, avec le cacao qui refroidissait entre mes mains, Rosalind s'accroupissait à ma hauteur et disait cette phrase que j'ai portée toute ma vie, dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Je ne comprenais pas alors pourquoi elle le disait ainsi. Dans cette maison, comme s'il y avait une différence qu'elle n'avait pas le droit de nommer à haute voix, je pensais simplement qu'elle voulait dire que j'étais la bienvenue. Elle est venue à mon exposition scientifique de 6e année, l'année où ma mère a eu une migraine qui est tombée pile le même après-midi. Elle se tenait au fond du gymnase dans un manteau trop voyant pour la pièce. Et elle a applaudi comme si j'avais guéri une maladie. Ensuite, elle a scotché mon ruban sur son réfrigérateur et l'a laissé là pendant des années, le papier ramollissant et s'enroulant sur les bords bien après que j'eus moi-même oublié le projet. Et un après-midi, ma mère a appelé à la maison pour dire que je l'avais embarrassée lors d'un déjeuner. Rosalind a emporté le téléphone dans la pièce d'à côté et sa voix est revenue basse et dure à travers le mur. Des mots que je n'arrivais pas à distinguer. Quand elle est revenue, elle souriait à nouveau, a déposé une deuxième guimauve dans ma tasse sans un mot et ne m'a jamais dit ce qui s'était dit. Avec elle, je n'étais pas une facture. J'étais une petite fille. Pour mes 12 ans, Rosalind m'a offert un stylo. Il était lourd, de cette façon qui donne l'impression qu'on vous confie quelque chose. Noir avec une bague en or, la plume encore humide de l'endroit où elle l'avait testé au dos d'une enveloppe. Elle a refermé mes doigts dessus et m'a montré comment le tenir pour que l'encre coule proprement. Comment laisser le poids faire le travail au lieu d'appuyer. Entraîne-toi à signer, m'a-t-elle dit, une vraie signature. Signe ton propre nom un jour, Adeline. Jamais celui de quelqu'un d'autre. J'ai rempli une page entière avec Adeline R. Westbrook. Le R pour quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. Les lettres devenaient plus assurées vers le bas de la page. Elle me regardait faire et ne m'a jamais dit de me dépêcher. Quand j'ai eu fini, elle a pressé son pouce sur l'encre encore humide de la dernière signature, l'a soulevée et m'a montré la tache sur sa peau comme si c'était la preuve de quelque chose. Comme si mon nom était une chose qui pouvait laisser une marque. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à ce stylo. Après sa mort, beaucoup de ses affaires sont allées dans des cartons que je n'ai jamais vus. Triés par des mains qui n'étaient pas les miennes. J'ai supposé qu'il était perdu. De la façon dont les petites choses précieuses se perdent quand la personne qui vous les a données est partie et que personne d'autre ne sait ce qu'elles signifiaient. J'ai signé mon propre nom cet après-midi-là jusqu'à ce que la page soit pleine. Elle est morte au printemps de mes 16 ans. C'est allé vite. Une saison, elle riait fort à table. La suivante, il y avait un programme plié dans la poche de mon manteau avec son nom et une date de fin bien trop précoce. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'église. Je me souviens du programme qui se ramollissait dans mon poing serré, et du banc de devant qui aurait dû déborder de sa présence et qui n'était que du bois. Je n'avais pas le droit de m'effondrer, car s'effondrer était réservé aux filles et j'étais la nièce. Les gens continuaient à me tendre des plats à emporter dans la cuisine. Sois forte pour ta mère,
a dit quelqu'un en me serrant le bras. Et j'ai porté les plats, et j'ai été forte pour ma mère. Et personne n'a demandé qui était fort pour moi. Le chagrin n'avait nulle part où aller. Alors il est allé là où tout allait dans cette maison. Sous terre, silencieux, à gérer seul. Pendant des semaines après, je continuais à capter l'odeur de cacao et de fumée de bois dans des endroits où elle ne pouvait pas être. Une cage d'escalier à l'école, l'arrière d'une voiture, le col de mon propre manteau. Je tournais la tête avant de me rappeler qu'il n'y avait pas de cuisine, pas de poêle, pas d'odeur. On ne discute pas avec une chose pareille. On attend que ça s'arrête. Et un jour, ça s'arrête. Et d'une certaine manière, c'est encore pire. Plus tard, dans la cuisine qui n'était jamais chaude, ma mère a posé une main sur mon épaule et m'a expliqué la partie qu'elle voulait que j'entende. Tante Rosalin a laissé de l'argent à la famille, a dit Diane. Tu es mineure, ma chérie. Je vais m'en occuper. J'avais 16 ans. Je l'ai laissé s'en occuper. Et quelque part dans ces semaines grises, un lourd stylo noir avec une bague en or est venu discrètement s'installer dans le sac à main de ma mère. Après Rosalin, le tiroir du hall d'entrée s'est ouvert mais souvent. Le toit, les impôts. La voiture de ma mère après le décès de mon père Gérald, et les finances de la maison se sont resserrées. Les frais de scolarité de Caroline pour une école que la famille ne pouvait pas tout à fait couvrir ce trimestre-là. J'étais à l'université, puis j'ai travaillé, puis j'ai été doué pour le travail. Je suis devenu la personne dont tout le travail consiste à trouver le mensonge enfoui dans un grand livre. Et pendant tout ce temps, les appels continuaient d'arriver, doux et certains. Et pendant tout ce temps, je payais. Il y a eu une année où j'ai mangé ce qu'il y avait de moins cher dans les rayons des supermarchés pendant des mois parce que j'avais couvert la compte de la première voiture de Caroline. Et quand elle a posté une photo de la voiture avec un cœur et une légende sur sa chance, j'ai cliqué sur le cœur moi aussi. Il y a eu un printemps où j'ai perdu la caution d'un appartement que je voulais parce qu'une urgence familiale avait besoin de l'argent plus vite que mon propriétaire ne pouvait l'attendre. Et l'urgence s'est avérée être la rénovation d'une cuisine à Greenwich. Je me racontais des histoires sur tout cela. Si je payais assez, si je réglais assez de problèmes, sans jamais rien demander en retour, alors un jour je cesserais d'être la fille difficile pour devenir enfin la leur. Que si l'amour n'était pas gratuit dans cette famille, je pouvais au moins me le payer. Que la générosité serait peut-être ce qui finirait par m'intégrer. Nous t'avons recueilli, aimait à dire ma mère quand j'hésitais. Elle le disait comme on parle du temps qu'il fait. Tu nous seras toujours redevable. Mes épaules montaient vers mes oreilles, ma mâchoire se serrait, j'ouvrais mon application bancaire et je transférais l'argent. Je continuais de payer. Les calculs allaient changer. L'invitation est arrivée 5 semaines avant le mariage. Une enveloppe crème, mon nom écrit de la main bouclée de ma sœur, un seau de cire qu'elle avait copié sur un site web. À l'intérieur, le carton lourd avec la date, l'église et la réception au Sound Harbor Club, et niché juste derrière, sur sa propre carte plus petite et dans la même police que le reste pour avoir l'air d'en faire partie, contribution des invités présence $10 000. En dessous, une ligne sur la liste de mariage et une note polie précisant que, les cadeaux significatifs commencent à $2 500. J'ai lu cela debout devant le comptoir de ma cuisine. Le bord du carton était si tranchant que je l'ai senti accrocher la pulpe de mon pouce, y laissant une fine sensation de froid. Il y a eu un bruit dans mes oreilles comme un souffle retenu, et le ronronnement du réfrigérateur est devenu très fort. Et puis toute la cuisine a semblé attendre, une ligne comptable à laquelle je devais assister. Je l'ai lu à nouveau, plus lentement, comme je lis un document qu'on me demande de certifier, cherchant l'endroit où j'aurais pu mal comprendre. Il n'y avait pas de malentendu. Ils avaient pris le plus vieil arrangement de notre famille selon lequel je payais pour avoir le privilège d'entrer et l'avaient finalement mis par écrit, avec un chiffre et une police d'écriture. J'ai tapé 3 mots, en ai effacé 2, et j'ai envoyé la seule vérité, je ne viens pas. Caroline a appelé avant même que j'aie reposé le téléphone. J'entendais le mariage s'activer derrière elle. Quelqu'un qui défroissait une robe à la vapeur, une playlist, toute la machine bourdonnant grâce à l'argent que j'apprendrai plus tard être le mien. Tous ceux qui contribuent ont une place, a-t-elle dit, rapide, enjouée et rodée. C'est juste comme ça que ça marche maintenant. Toi, de tout le monde, tu devrais vouloir contribuer, a dit. Tu as toujours aidé. J'ai toujours payé, ai-je dit. Mon Dieu, tu rends toujours tout si lourd. Sa voix s'est durcie, le ton enjoué s'effaçant.
C'est 10 000 $. Ce n'est rien pour toi. Tu n'as même personne pour qui le dépenser. Alors il devrait être facile pour moi de le garder. J'ai ajouté, ne t'avise pas de rendre cela horrible pour mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir, et je me suis forcé à respirer en comptant jusqu'à 4. Inspirer, expirer, comme on le fait quand les chiffres devant soi s'apprêtent à se transformer en quelque chose sur lequel on ne pourra plus revenir. Moins d'une heure plus tard, l'écran s'est allumé contre la pierre. Ma mère. 3 mots. Sans ponctuation. Sa façon d'envoyer des SMS quand elle était sûre d'avoir le dessus, paye ou sinon. Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert mes dossiers. Je tiens de bons dossiers. C'est la seule habitude sur laquelle toute ma vie s'accorde. Alors, quand j'ai ouvert le dossier marqué « Mariage Caroline », tout était là. Et ce que cela me disait était si simple que je ne l'avais jamais formulé à voix haute, chacun de ces contrats était à mon nom. L'acompte du Sound Harbor Club, le traiteur, le fleuriste, le groupe, le photographe, ma signature, ma carte, mon adresse email sur les confirmations. Il m'avait remis les factures parce que j'étais doué pour ces choses. Il m'avait aussi, sans le vouloir, remis le seul jeu de clés qui comptait. Je suis resté assise avec cela un moment, la lumière de l'ordinateur portable sur le visage, et j'ai senti quelque chose basculer, ce qui n'était pas encore tout à fait un plan. Pendant 30 ans, être celle qui gérait les choses avait été la forme de mon effacement. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pouvait prendre une autre forme. Une personne qui signe chaque contrat est une personne qui peut les annuler. Une personne qui paye chaque prestataire est une personne à qui chaque prestataire répond. J'avais été l'instrument de la famille pendant si longtemps que personne, et encore moins moi, n'avait remarqué que j'étais aussi la seule à le tenir. Pendant que je regardais, un message est arrivé de Pippa. Pippa Donovan, qui est assise à 2 bureaux de moi depuis 9 ans et est la seule personne vivante à me dire la vérité sur ma propre famille. Ça va, a-t-elle écrit. Puis, avant que je ne puisse répondre, attends, elle fait payer les gens pour venir à son mariage? A dit, ce n'est pas un mariage. C'est du racket. L'instinct d'une personne extérieure, exprimé à voix haute. Et d'une certaine façon, cela a frappé plus fort que 30 ans de mon propre silence. Parce qu'elle avait raison. On m'avait tellement habitué à appeler cela, contribuer, que je ne m'étais jamais autorisé à l'appeler par son vrai nom. Sous son message, en haut de ma boîte de réception, se trouvait un email plus ancien que je refusais d'ouvrir depuis l'hiver. L'objet, vos résultats sont prêts. 2 choses m'attendaient cette nuit-là. J'ai ouvert celle qui me faisait peur. La page des résultats s'est chargée et la pièce est devenue très silencieuse, comme cela arrive lorsqu'un chiffre s'apprête à réorganisation toute votre vie. Tout en haut, là où se trouvent les correspondances les plus proches, figurait ma sœur, Caroline Westbrook. Et à côté de son nom, là où le site web indique le lien de parenté, il n'était pas écrit « sœur ». Il était écrit « cousine germaine ». Environ 880 centimorgans d'ADN partagés. Je savais ce que ce chiffre signifiait avant même que mon esprit ne me laisse le formuler, car la science ne fait pas dans la dentelle et ne se soucie des sentiments de personne. Les sœurs germaines partagent environ la moitié de leur ADN. Bien plus de 2000 unités. Les cousines germaines en partagent environ un quart. Nous en partagions un quart. Je me suis assise là, à la table de ma cuisine, et j'ai fait ce que je fais dans la vie. J'ai essayé d'invalider ma propre conclusion. De la même façon que j'essaie de réfuter un chiffre qu'un client me demande de certifier. Un bug. Je me disais que c'était une erreur de base de données. Une demi-sœur avec un taux bas. Je suis donc allé chercher les vraies plages de données, celles que je cite dans mes vrais dossiers. Le projet d'ADN partagé qui dresse les graphiques utilisés par les laboratoires, frères et sœurs germains, environ 2300 à près de 3500, cousins germains, moins de 1300. Il y a une infime marge de chevauchement aux limites extrêmes entre certaines relations, de rares cas qui peuvent être flous. Ce n'était pas le cas ici. 880 n'est pas un taux bas de sœur germaine. Ce n'est pas une demi-sœur. C'est clairement une cousine, et l'algorithme de la plateforme qui sépare les frères et sœurs germains du reste en examinant les segments où l'ADN correspond complètement n'avait pas placé le mot « sœur » nulle part près de son nom. Il n'y avait pas de catégorie « sœur » avec laquelle débattre. Le site ne l'avait tout simplement jamais envisagé.
Mes mains étaient devenues froides et moites contre l'ordinateur. Je tapais de plus en plus lentement, espérant que le clic suivant contredirait le précédent. J'ai vérifié la correspondance une 3e fois. J'ai lu l'estimation du lien de parenté une 4e fois. Cela ne bougeait pas. L'algorithme ne fléchit pas. Les gens, oui. Et une fois qu'il m'a tenu, ce chiffre n'est pas resté dans l'ordinateur. Il est remonté à travers toute ma vie et a commencé à bousculer mes repères. La chaise vide pendant les fêtes. Dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Dit par une femme qui, c'est-il avéré, avait tout le droit de le penser littéralement. Un stylo gravé RW qu'une adolescente endeuillée de 16 ans n'avait jamais pensé à remettre en question. Ma maman changeant de sujet comme si cela la brûlait. Chaque fausse note, que j'avais passé des années à justifier, s'est assemblée d'un coup en une réalité indéniable. Pipa a écrit, fais un second test si tu n'y crois pas, teste quelqu'un en qui tu as confiance. J'y ai pensé. J'ai pensé à quel ADN je pourrais comparer le mien, à quel parent vivant je pourrais demander sans mettre le feu à toute la maison. Mais je savais déjà que je n'en avais pas besoin. Ce chiffre avait sa propre force de gravité. Si Caroline était ma cousine germaine, alors la femme qui m'avait élevé, la femme qui signait mes bulletins scolaires, me traitait d'ingrate et gardait un stylo qui ne lui appartenait pas, n'était pas ma mère. C'était ma tante. Et la femme qui avait ri trop fort pendant les vacances, la seule qui s'était jamais agenouillée à ma hauteur, était tout autre chose. J'ai appelé ma mère cette nuit-là. Je ne l'ai pas accusée. Il n'avait pas encore de preuves, seulement un chiffre. Et j'ai appris à ne jamais avancer d'affirmation sans pouvoir la documenter. J'ai donc posé une question, la plus petite possible, juste pour observer l'effet que cela lui ferait. Maman, ai-je dit quand elle a décroché, est-ce que tante Rosalyn était ma mère? La pause a duré une demi-seconde de trop. J'entendais sa respiration, et j'entendais la télévision s'éteindre derrière elle alors qu'elle coupait le son. Et dans ce de silence, toute une vie s'est réorganisée. J'ai attendu. J'ai appris dans les dépositions que la première personne à rompre un silence est celle qui a quelque chose à perdre. Alors je n'ai rien dit, et j'ai laissé le calme s'étirer jusqu'à ce que je puisse presque l'entendre prendre une décision. Puis sa voix s'est élevée, dure et rapide. Trop rapide. Une porte claquée avant que quiconque ne puisse regarder à l'intérieur. Ne me demande plus jamais ça. Et elle a raccroché. Les innocents ne raccrochent pas si vite. Le tribunal des successions du Connecticut conserve ses archives là où tout le monde peut les trouver si l'on pense à chercher. Pendant 18 ans, je n'ai jamais pensé à chercher. Je veux être juste envers la jeune fille que j'étais. J'avais 16 ans à la mort de Rosalyn. Personne ne remet un dossier de succession à une adolescente de 16 ans en deuil. Et personne dans cette maison ne m'a jamais donné de raison d'aller en chercher un, car toute mon histoire se résumait au fait que j'étais celle qui prenait, celle qui coûtait, la dette. On ne va pas chercher à savoir si le fardeau de la famille était secrètement une héritière. Cette pensée n'était pas autorisée à se former. Elle ne s'est donc jamais formée. Pas avant qu'un site web ne place le mot « cousine » à côté du nom de ma sœur et ne me donne enfin une raison. J'ai demandé le dossier de ma tante. Il est revenu en quelques jours, comme le font les archives publiques quand on sait exactement quoi demander. Et là, enregistré l'année de sa mort, se trouvait un testament fiduciaire, une fiducie créée par le testament de Rosalyn qui était devenue irrévocable le jour de son décès. La fiduciaire était Diane Westbrook. L'institution détenant l'argent était Witham Trust and Fiduciary, une banque privée située 2 villes plus loin. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking des archives, le dossier ouvert sur le volant, et j'ai fait glisser mon doigt jusqu'à la ligne désignant la fiduciaire. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré si fort que j'ai dû poser le dossier sur le siège passager et regarder à travers le pare-brise pendant un moment. Il y avait une fiducie. Personne ne me l'avait jamais dit. J'ai appelé l'avocate dont le nom figurait sur l'acte fiduciaire, Francis Hartley. C'était elle qui l'avait rédigé. Quand j'ai prononcé mon nom au téléphone, il y a eu un silence à l'autre bout qui a duré si longtemps que j'ai cru que la communication avait coupé. Adeline, a-t-elle fini par dire, et sa voix n'était pas celle d'une inconnue. Elle contenait quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. J'espérais que tu appelles depuis très longtemps. Elle me l'a expliqué clairement, comme on explique les choses à une personne qu'on a décidé de ne plus protéger de la vérité. Tu es la bénéficiaire, Adeline. Tu l'as toujours été. Un soupir.
Et avant que tu ne demandes pourquoi personne ne te l'a dit, la loi ne l'a jamais tout à fait obligé. Pour une fiducie de cette époque, la fiduciaire n'était pas tenue de t'envoyer le genre d'avis que les règles plus récentes exigent. Elle n'a pas enfreint la loi en restant silencieuse. Elle s'est simplement assurée que tu ne penses jamais à poser les questions qui l'auraient obligé à rendre des comptes. Et l'argent. J'ai répété cela. Francis a dit, tu devrais regarder par toi-même. Tu es la seule d'entre nous qui comprendra vraiment ce qu'elle voit. Elle s'est interrompue après avoir dit, tu l'as toujours été, comme quelqu'un s'arrêtant au bord d'une marche dans le noir. J'ai perçu le message, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière ces mots, quelque chose qu'elle attendait de me transmettre plutôt que de me dire. J'ai mis cela de côté. Tu l'as toujours été, avait-elle dit, puis elle s'était arrêtée. J'ai donc regardé par moi-même. Francis m'a envoyé ce qu'elle avait, et j'ai demandé le reste à la banque. Et puis j'ai fait ce que je fais mieux que presque tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai appliqué mes compétences à ma propre famille. J'ai posé les relevés de la fiducie à côté de 18 ans de dépenses du ménage Westbrook. Ligne par ligne. De la façon dont je pose un tableau de fraude à côté de ce qu'il s'apprête à prouver. L'hypothèque de la maison de Greenwich. L'école privée de Caroline. L'université de Caroline, 4 années entières. Un acompte, une voiture, et récemment cette année, les dépôts pour un club, un traiteur, un fleuriste. Des acomptes pour le mariage tirés du même puits. Tout cela provenait de la fiducie de Rosalind. Pendant 18 ans, versement après versement, tout était allé au ménage, à une fille préférée, à un mariage, à tout le monde sauf au seul nom pour lequel la fiducie avait été rédigée. Et ce sont les dates qui m'ont coupé le souffle. Il y avait eu un versement le mois exact où j'avais perdu la caution de cet appartement, lors de l'urgence familiale du printemps qui s'était avérée être la rénovation d'une cuisine à Greenwich. Il y avait eu un retrait l'automne où j'avais mangé le moins cher possible au supermarché pour couvrir la première voiture de Caroline. Chaque fois qu'on m'avait dit que le puits était à sec, le puits était plein. Il coulait simplement ailleurs que vers moi. Je suis resté assise devant le tableur ouvert et j'ai comparé leur générosité à mes privations, ligne par ligne, jusqu'à ce que le schéma cesse d'être un soupçon pour devenir un fait. J'avais été délibérément maintenu dans la précarité par une femme qui dépensait l'argent qui m'appartenait. Une fiducie comme celle-là, laissée de côté et investie, aurait dû fructifier. En 18 ans, elle aurait dû environ doubler. Au lieu de cela, alors que mon stylo tapait à un petit rythme sec contre le bord du bureau, je l'ai vu fondre. Elle était passée de plus de 3 millions de dollars à environ 1,8 million, plus d'1,5 million de dollars en versement, année après année, à des personnes qui n'étaient pas le bénéficiaire. Pendant que le bénéficiaire s'asseyait de l'autre côté de la table du dîner en s'entendant dire qu'il était un cas social à qui l'on demandait de payer son droit d'entrée. Dis-le clairement, m'a dit Pipa au téléphone au milieu de la nuit, parce qu'elle sait que je me réfugie dans la technique quand quelque chose me fait mal. Alors je l'ai dit clairement. Ils ont dépensé l'argent de ma mère décédée tout en me traitant de fardeau. La ligne est restée silencieuse une seconde. Puis mes épaules sont retombées d'un coup. Et mon esprit s'est figé dans une résolution plus dure qu'auparavant. Je n'étais pas la dette. J'étais la banque. Il restait une ligne à lire, et je l'ai lue en dernier. Et quand je l'ai fait, j'ai enfin compris toute l'affaire. Bénéficiaire unique, Adeline Westbrook. Pas la famille, pas le ménage, moi, seulement moi. Un petit son m'a échappé, que je n'ai pas reconnu comme le mien. J'avais été débitrice pendant 18 ans. J'avais été la propriétaire tout ce temps, et ils avaient construit toute une vie sur l'écart entre ces deux réalités. Et la femme qui avait fait cela se trouvait à ce moment précis à l'autre bout de la ville, s'attendant encore à ce que je lui envoie 10 000 dollars pour une chaise. C'est ici que la plupart des gens commenceraient à hurler. Je veux plutôt que vous réfléchissiez à la question, car j'ai dû le faire moi-même. Sachant ce que vous savez maintenant, la fiducie, les 18 ans, le stylo. Quelle est la marche à suivre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez avec ce dossier sur vos genoux. Puis regardez ce que j'ai fait, car je vous promets que c'était plus silencieux que vous ne le pensez, et que cela a frappé plus fort qu'un cri ne le pourrait jamais. Le bureau de Francis Hartley avait un tiroir, et ce qu'elle en a sorti cet après-midi-là, elle l'a posé devant moi à 2 mains. De la manière dont on porte quelque chose que l'on a gardé précieusement pendant longtemps. La fiducie d'origine, et en dessous, une enveloppe scellée, aux coins assouplis par le temps,
mon nom écrit au recto d'une écriture que j'aurais reconnue entre mille. Elle a laissé cela pour toi, a dit doucement Francis. Pour toi seul. Elle me l'a donné l'année précédant sa mort et m'a fait promettre de te la remettre quand tu serais adulte et que tu viendrais me la demander. Ta tante Diane a découvert un jour que je l'avais. Elle a tout fait pour me la prendre. Francis a croisé les mains sur son bureau. Je suis désolé que cela ait mis si longtemps à te parvenir. J'aurais dû trouver un moyen de te joindre plus tôt. J'y ai pensé chaque année de ces 18 ans. Le rabat de l'enveloppe était sec et rugueux sous mon pouce, là où la vieille colle avait lâché. Le papier à l'intérieur sentait l'intérieur de sa maison. Le cacao et la fumée de bois. Ou peut-être voulais-je simplement qu'il en soit ainsi. 18 ans scellés à mon nom. Je veux ralentir ici, car il y a des choses qu'on ne presse pas. J'ai déplié la lettre et c'était elle, tout entière, en longues lignes soignées, les boucles devenant plus assurées vers le bas de la page, tout comme les miennes cet après-midi d'anniversaire, un quart de siècle plus tôt. Elle l'avait écrite avec un stylo plume. On voit que l'encre se pose différemment sur le papier, plus lourde là où elle s'est arrêtée, plus légère là où sa main s'est déplacée avec assurance. Mon Adeline, commençait-elle. Si Francis a fait ce que je lui ai demandé, alors tu lis ceci à l'âge adulte, et tu es venu poser la question qu'ils ont passé toute ton enfance à t'apprendre à ne pas poser. Laisse-moi donc être celle qui y répond enfin de ma propre main. Tu es ma fille, pas ma nièce. La mienne. Je t'ai portée, et j'ai manqué de courage pour t'assumer au grand jour. Parce que dans cette famille, un enfant comme toi était destiné à être dissimulé et qualifié de scandale. Et je les ai laissés t'installer chez Diane et t'appeler la sienne. C'est la grande lâcheté de ma vie. Je me disais que tu étais plus en sécurité en tant que nièce. Je me disais que je réglerais cela quand tu serais plus grande. Le temps m'a manqué, ma fille, et j'en suis tellement désolé. Tout ce que j'ai est à toi. J'en ai eu la certitude sur papier avec une avocate qui tient ses promesses afin que, peu importe ce qu'ils t'ont dit, la vérité repose quelque part à ton nom, attendant le jour où tu serais prête à venir la chercher. Et le stylo, celui que je t'ai donné pour ton anniversaire, celui avec lequel je t'ai appris ta propre signature, ce stylo est à toi aussi. Il l'a toujours été. Je veux que tu l'utilises pour les choses qui t'appartiennent. Signe ton propre nom, Adeline. Jamais celui de quelqu'un d'autre. Tu as toujours été mienne. Maman. J'ai posé la lettre à plat sur le bureau, j'ai pressé ma main contre ma bouche et j'ai attendu de pouvoir respirer sans trembler. Francis a regardé par la fenêtre en direction du parking et m'a laissé seul dans la pièce. Elle avait signé cette lettre avec le stylo même que ma tante, la femme que j'avais appelée ma mère toute ma vie, gardait maintenant dans son sac à main pour me faire signer des chèques avec mon propre argent. Je suis sorti du bureau de Francis Hartley avec 3 choses qui n'avaient plus besoin de preuves, un résultat ADN, une fiducie à mon nom et une lettre écrite de la main de ma vraie maman. Je suis resté longtemps assise dans ma voiture sur le parking avant de tourner la clé de contact, l'enveloppe sur le siège à côté de moi, là où se trouvait le dossier une semaine plus tôt. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de me faire une place dans une famille qui dépensait mon héritage pour me tenir à l'écart. J'ai pensé à ce mot que ma mère avait écrit, mienne, et au fait que personne à Greenwich ne l'avait jamais employé à mon sujet. Et quelque part dans cette voiture garée, le chagrin et les chiffres ont fini d'échanger leur place, et ce qui est resté était très clair, très calme, et m'appartenait entièrement pour agir. J'aurais pu me tenir dans l'allée de ma sœur et tout hurler au vent du printemps. J'y ai pensé sur le chemin du retour à chaque feu rouge, mais j'ai passé toute ma carrière à voir des gens bruyants perdre face à des preuves silencieuses. Et je sais, comme je connais un bilan comptable, que la pire chose que je pouvais faire à des gens comme ça n'était pas de hausser le ton. C'était d'être précise. C'était de laisser parler les reçus dans une pièce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai donc pris une décision qui, pour la première fois de ma vie, était entièrement la mienne. Je n'allais pas supplier et je n'allais pas brûler la maison. J'allais déposer un recours et laisser le mariage qu'ils avaient bâti sur l'argent de ma mère décédée faire exactement ce qu'il allait déjà faire, s'effondrer sous les yeux des bonnes personnes. Nous ne crions pas, ai-je dit à Francis au téléphone ce soir-là. Nous déposons un recours, et c'est ce que nous allons faire. Elle m'a dit qu'il pensait que je boudais. Je construisais. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur et un verre d'eau tiédissant à mes côtés, et j'ai commencé à annuler. Je suis la titulaire des contrats. C'est donc moi qui ai le droit d'y renoncer. Annulez le contrat à mon nom, s'il vous plaît. Merci.
Je l'ai dit d'abord au traiteur. 40 000 $ sur le papier. Ma voix était calme, sans animosité. Puis au Sound Harbor Club, où la compte à lui seul dépassait les 25 000 $. Puis au fleuriste. Puis au groupe. Puis au photographe. Envoyer. 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 Chaque clic comme un petit bruit sourd sous mon doigt. And après chacun d'eux, ma nuque se détendait d'un degré, comme une vis que l'on dessert d'un quart de tour à la fois. C'est une sensation étrange de sentir le calme arriver pendant que l'on démantèle quelque chose. Mais je ne détruisais rien qui leur appartenait. J'arrêtais seulement la partie où je payais. Ils ont paniqué, bien sûr, dès que les prestataires les ont appelés. La famille a pris le téléphone pour essayer de couvrir les soldes d'une autre manière, mais il n'y avait pas d'autre moyen, et c'était bien là tout le sujet. Leur train de vie avait toujours reposé sur deux piliers, mon propre chéquier et une fiducie qu'ils croyaient sans fond, et les deux se fermaient à la même heure. Les acomptes étaient déjà partis, non remboursables, payés et perdus. Il n'y avait plus rien à sauver. Les appels arrivaient quand même, toute la nuit et le lendemain. Ma mère d'abord, un message vocal qui commençait froidement, « C'est puéril, Adeline. Règle ça, avant de tourner à la supplication, tu vas humilier ta sœur. C'est ça que tu veux, puis de se durcir à la fin en reprenant la vieille menace bien connue, tu vas le regretter. » Je n'ai pas décroché. Je ne les ai pas supprimés non plus. Je suis, après tout, une personne qui tient de bons dossiers. J'ai laissé chaque message s'enregistrer, horodaté, et j'ai posé le téléphone, le laissant vibrer contre le bois comme un animal piégé. Le fleuriste est parti en premier. Le mariage a suivi. C'est la fleuriste qui m'a rappelé. Greta Donnelly, une femme d'un certain âge, la voix rauque, une boutique pleine de seaux, d'eau froide et de l'odeur verte des tiges coupées. Je m'attendais à de la colère. Elle avait perdu le contrat, et c'était un gros contrat. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse un moment au téléphone, puis elle a dit ce que personne dans ma famille ne m'avait dit en 34 ans, « Ma chérie, écoute-moi. J'ai fait 400 mariages, et je n'ai jamais vu personne imposer un tarif à un invité. Ce n'est pas un mariage. Tu ne dois de place à table à personne. Garde ton argent et n'y repense pas à deux fois. » Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone contre l'oreille et les yeux piquants, et j'ai dû me racler la gorge 2 fois avant de pouvoir la remercier. Pendant que les prestataires se désistaient un par un, Francis a agi. Elle s'est rendue au tribunal des successions, le tribunal qui supervise une fiducie comme celle de Rosalyn, et a déposé une requête. Elle exigeait 3 choses, un bilan comptable complet de la part de la fiduciaire, la destitution de cette fiduciaire, et une obligation de remboursement pour lui faire restituer ce qu'elle avait pris. Et parce qu'un mariage s'apprêtait à vider les tout derniers fonds, Francis a demandé au tribunal une mesure d'urgence, une ordonnance interdisant tout versement ultérieur, gelant l'accès de la fiduciaire au compte. La notification a été envoyée à Witham Trust and Fiduciary le après-midi même. La banque, voyant un dossier judiciaire alléguant exactement le genre de comportement qui lui vaudrait des poursuites, a bloqué le compte avant la fin de la journée. J'étais à ma table, Pippa en face de moi, mangeant mes biscuits et refusant de rentrer chez elle, quand l'écran s'est allumé à 1h du matin. Ma sœur, 2 mots cette fois et un point de ponctuation censé m'effrayer pour que j'ouvre mon tiroir une dernière fois, tu me dois. Pippa a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi, et a fait glisser la boîte de biscuits sur la table. Mange quelque chose, a-t-elle dit. Je m'occupe de l'imprimante. J'ai lu le message 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre le bois. Laisse-la attendre, ai-je dit. Le dîner de répétition a eu lieu malgré tout. J'ai compris de suite pourquoi dès que je suis entré. Le Sound Harbor Club brillait de 1000 feux. Du linge blanc, une douce lumière dorée se reflétant sur l'eau à travers les hautes fenêtres. Environ 40 des personnes pour qui ma mère avait passé sa vie à jouer la comédie étaient là. Le mariage lui-même s'effondrait d'heure en heure. Les prestataires étaient partis. Le compte était gelé. L'église était la seule chose encore debout. Mais Diane Westbrook avait décidé que la seule chose pire que de perdre le mariage était de laisser ce public précis la voir le perdre. Elle avait donc maintenu ce dîner, prépayé et grandiose. Et elle avait fait une chose de plus, elle avait appelé tout le monde. Elle avait réuni toute l'assemblée, les membres du conseil d'administration, les épouses du club, les gens dont l'opinion était la seule monnaie qu'elle estimait vraiment,
afin de m'obliger à régler le problème devant eux. Presser le portefeuille publiquement, une dernière fois, la veille, là où dire non me coûterait plus cher que l'argent ne l'avait jamais fait. J'ai senti la serviette amidonnée, raide et froide sous ma main, et le lustre trop brillant au-dessus de ma tête, et j'ai compris que j'étais l'attraction de la soirée, et que le scénario exigeait que je paye ou que je sois humilié. Je m'étais habillé avec soin, ni trop chic, ni trop simple, juste de la façon exacte dont je m'habille pour une audience. Dans mon sac, à côté du dossier de Francis Hartley, mon téléphone contenait les messages vocaux que ma mère avait laissés pendant la nuit, les confirmations par email de FNF contrats annulés et la photo d'une lettre à l'écriture qui s'affirmait vers le bas de la page. J'avais passé ma vie entière à entrer dans ce club en étant le problème à régler. J'y suis entré ce soir-là comme la seule personne dans la pièce qui savait ce qu'il y avait réellement dans les comptes. Au centre de la pièce, sur une chaise importante, se tenait Cordelia Peton, la femme qui présidait le conseil de la fondation que ma mère tentait d'intégrer depuis 20 ans. Le seul public pour lequel tout le visage de ma mère avait été façonné. Francis Hartley m'accompagnait. Elle était vêtue de gris et portait un mince dossier en cuir sous le bras. Pour tous les gens présents, elle n'avait l'air de rien de plus qu'une amie de la famille invitée pour l'occasion. Ma mère m'a conduite elle-même auprès de Cordelia, posant une main légère et possessive sur mon bras, sa voix réglée juste assez fort pour être entendue des tables les plus proches. « Voici Adeline », a-t-elle dit avec un sifflement. Notre cas social, la pauvre, elle fait ce qu'elle peut. Quelques sourires polis, quelques regards qui ont fui le mien. Ils m'ont assise là où tout le monde pouvait me voir, au bout de la table, à la place réservée aux problèmes à gérer. Cela a commencé comme je m'y attendais. Au milieu du premier plat, ma mère s'est levée, un verre à la main, et a transformé la pièce en scène de théâtre. Je pense que nous pouvons tous être honnêtes les uns envers les autres ce soir, a-t-elle commencé, chaleureuse et blessée, s'adressant à l'assemblée comme elle l'avait fait toute sa vie. Nous sommes en famille ici, et la famille signifie que certaines personnes donnent année après année sans jamais être remerciées, et que d'autres, malheureusement, ne font que prendre. Elle a laissé son regard dériver vers moi et s'adoucir en une merveilleuse déception feinte. Après tout ce que nous avons dépensé pour élever ma fille, après toutes les portes que cette famille lui a ouvertes, je n'aurais jamais imaginé de ma vie qu'elle essaierait de saboter le mariage de sa propre sœur par pure méchanceté. Mais nous en sommes là, alors je vais lui demander, devant les gens qui nous aiment, de faire ce qui est juste. Puis elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti le stylo noir à la bague en or, avec ce petit clic satisfait en le débouchant. A posé une feuille de papier à côté de mon assiette et a fait glisser le stylo sur la nappe en lin vers moi. C'était une excuse écrite, 3 paragraphes déjà dactylographiés, admettant que j'avais été égoïste et promettant de rétablir ce que j'avais perturbé. Elle voulait que je le signe là, devant eux tous. « Signe-le, Adeline », a-t-elle dit doucement. Le poignard le plus doux que je l'ai jamais vu tenir. Répare tes torts. J'ai regardé le stylo posé sur la nappe blanche entre nous. Je ne l'ai pas pris. À la place, j'ai fouillé dans le dossier de Francis Hartley et j'ai posé ma propre feuille sur le lin, à côté de ses excuses. Elle avait fait glisser le stylo. J'ai fait glisser les comptes. Avant que je ne signe quoi que ce soit, ai-je dit, en gardant exactement le même ton de voix que depuis le début de la soirée, je pense que tout le monde devrait lire ceci. Le sourire de ma mère n'a pas bougé, mais quelque chose derrière a vacillé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas une question. Elle n'a pas touché la feuille. Adeline, c'est. C'est une invention. Elle ne va pas bien, tout le monde. Elle a clairement subi beaucoup de. Tu mens, l'a interrompu Caroline depuis l'autre bout de la table. Trop fort, le vernis de la mariée parfaite se craquelant d'un coup. Une fourchette a été posée quelque part à ma gauche. Une conversation à la table d'à côté s'est arrêtée. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai retourné la première page pour que les personnes les plus proches puissent la voir. Puis j'ai posé la suivante, et encore la suivante. Les relevés bancaires, le nom de la fiducie clairement imprimé en haut de chacun d'eux. Page 3, ai-je dit en la faisant glisser sous la lumière. L'hypothèque de notre maison à Greenwich, payée pendant des années par une fiducie détenue chez Witham Trust and Fiduciary. Une autre page. Page 5. Les frais de scolarité de Caroline. La même fiducie. Une autre encore. Les acomptes pour ce soir, pour ce dîner, pour les fleurs annulées, pour le traiteur. La même fiducie. La pièce était devenue très silencieuse, très vite. 40 personnes,
et le seul bruit était le doux glissement du papier sur le lin et le léger tintement de quelqu'un posant un verre dont il ne voulait plus. Je l'ai vu se propager dans la pièce comme le froid dans l'eau. Une femme assise 2 places plus loin a lu la page par-dessus l'épaule de son mari et a porté sa main à sa clavicule. Le homme en face de Caroline a arrêté de mâcher. Tout au bout, l'épouse d'un membre du club que ma mère courtisait depuis 10 ans s'est penchée pour chuchoter à sa voisine, et la voisine n'a pas répondu. Elle a juste continué à lire. Personne ne me regardait. Il regardait tous les pages, puis ma mère, et enfin, la pire des choses pour elle, Cordelia Peton, pour voir comment elle allait réagir. De l'autre côté de la table, j'ai vu les yeux de Cordelia Peton passer du visage de ma mère aux pages et y rester. Je l'ai regardé lire. J'ai laissé le silence planer le temps d'une inspiration complète. Puis j'ai prononcé la phrase qui a mis fin au spectacle, celle que je portais dans ma poitrine depuis des semaines. Rosalind était ma mère, ai-je dit. Et tu le savais. La main de ma mère a trouvé le bord de la table et l'a serré à sans blanchir les doigts. Nous avons fait ce que nous devions faire. Elle s'est interrompue, mais elle avait dit « nous », et elle n'avait pas fini sa phrase. Je me suis levé. J'ai ramassé le stylo sur la nappe, le stylo noir à la bague en or, et je l'ai tourné pour que la gravure soit face à la table. RW, ai-je dit. La pièce ne bougeait pas. Rosalind Westbrook. Rien. 40 souffles retenus. J'ai fait faire au corps du stylo un encart de tour dans la lumière dorée. C'est le stylo de ma mère. Le stylo avec lequel elle a signé son testament. Le testament qui m'a tout laissé. J'ai posé le résultat ADN sur la nappe. Puis la lettre de sa main. Les boucles s'affirmant vers le bas. Puis j'ai dit la chose que je m'étais interdite de dire pendant 34 ans. Et je ne l'ai pas dit à ma mère. Je l'ai dit à Diane. Vous m'avez facturé ma propre vie, ai-je dit en tenant le stylo de ma mère. Personne ne respirait. L'accessoire qu'elle tenait en main avait un nom. Le sien n'y figurait pas. Le silence s'est brisé. Il ne s'est pas brisé sur moi. Il s'est brisé sur elle. Caroline a repoussé sa chaise de la table. Tu avais dit que c'était géré. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Diane. Tu avais dit que c'était géré. Tu avais dit qu'il n'y avait plus de soucis à se faire. Tu avais dit. Caroline, arrête. Nous avons toujours su qu'elle n'était pas vraiment l'une des nôtres, a crié Caroline à toute la pièce, d'une voix aiguë, cherchant un allié et trouvant le pire témoin possible sur la chaise du centre. Elle ne s'est même jamais tenue à ses côtés. Wesley Ashworth était devenu livide. Il a posé sa serviette. Il s'est levé et a reculé, s'éloignant de sa fiancée. Un léger grincement de pieds de chaise contre le sol, et il ne fit plus un pas vers elle. Ils se sont retournés l'un contre l'autre. J'ai juste regardé. Puis une chaise a bougé au centre de la pièce. Cordelia Peton a plié sa serviette en deux, l'a posée à côté de son assiette et s'est levée. Elle n'a pas haussé le ton non plus. Elle s'est arrêtée en passant devant notre table, et a regardé ma mère de la façon dont on regarde un chèque en bois. Je pense que nous en avons assez entendu, Diane. Elle est sortie vers l'obscurité et l'eau. 2 autres couples se sont levés et l'ont suivi, grincement de chaises, vagues excuses murmurées dans le vide. Ma mère s'est tournée vers la pièce qui se vidait et a cherché la voix qu'elle utilisait avec tout le monde. La voix chaleureuse, celle qui avait toujours fonctionné. Cordelia, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Elle déforme tout. Mais Cordelia Peton était déjà à la porte laissait déjà entrer la nuit, et cette voix chaleureuse est sortie faible et s'est perdue dans le vide. Il y a un silence particulier qui tombe quand un acteur se rend compte que la salle est vide. Ma mère se tenait au milieu de ce silence. Le public pour lequel ma mère avait joué toute sa vie s'était levé et l'avait laissé là. Francis Hartley était à mes côtés, me tendant une page de plus et son propre stylo. Je n'ai pas pris le sien. J'ai débouché celui de Rosalind. J'ai signé la requête avec le stylo de ma mère. Le stylo de ma vraie mère. La première décision au bas de laquelle j'apposais mon nom pour moi-même, et non pour eux. La plume s'est déplacée avec assurance sur la ligne, comme elle me l'avait appris. Le poids faisant le travail. Signe ton propre nom, m'avait-elle dit. Alors je l'ai fait. La première signature qui m'ait jamais appartenu. Le tournant a eu lieu. Le stylo est mien.
Avant que je ne vous raconte comment cela s'est terminé ou le tribunal, la maison, ce que j'ai finalement fait de l'argent, je veux vous entendre. Si vous avez déjà été celle sur qui ils se sont construits, celle qui a payé et payé encore et a tout de même été traitée comme une dette. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis, et si cela vous a touché, abonnez-vous pour que la prochaine personne silencieuse qui en a besoin trouve son chemin jusqu'ici. Quelques semaines plus tard, le tribunal des successions a fait ce que font les tribunaux quand le dossier est clair. La fiduciaire a été destituée. Un audit des comptes a été ordonné, ligne par ligne, sur l'ensemble des 18 ans, accompagné d'une obligation de remboursement. L'ordre de restituer ce qu'elle avait pris à la fiducie qui n'avait jamais appartenu qu'à moi. Le mariage, celui avec 140 invités et un compte gelé, n'a tout simplement jamais eu lieu. Il n'y avait plus rien pour le payer, et plus personne de disposé à faire semblant. Caroline et Diane ont cessé de se parler, et l'on m'a dit qu'elles se rejettent mutuellement la faute pour la salle qui s'est vidée. Le nom de Wesley Ashworth a été retiré de la liste de mariage discrètement, de la façon dont ces hommes-là disparaissent quand l'argent s'en va. Pendant un temps, les messages ont continué d'arriver de la part de cousins que je connaissais à peine, d'un ou deux amis de la famille. Tous présentaient une variante de la même supplique déguisée en inquiétude, pense à ta mère. Pense au nom de la famille. Sûrement tu ne veux pas faire ça au tien. J'ai remarqué qu'aucun d'eux n'a demandé si c'était vrai. C'était une réponse en soi. Le nom des Westbrook avait abrité tout le monde dans cette pièce, sauf la personne à qui il appartenait réellement. Et j'en avais enfin fini de lui prêter mon silence. L'héritage me l'a été restitué. Pas la maison, l'argent, cette chose qui m'appartenait depuis mes 16 ans, alors que j'étais en deuil dans une cuisine qui n'était jamais chaude. Et quand l'avocat de ma mère a appelé pour demander d'une voix prudente si nous pouvions discuter de cela en privé, en famille, j'ai donné la seule réponse qu'il me restait à donner, désormais, ai-je dit, tout ce que vous voulez de moi passe par Francis. Je ne les ai pas reconquis. Je me suis reconquise moi-même. Si vous connaissez ce silence particulier, celui par lequel j'ai commencé, le silence d'être le portefeuille de la famille, j'espère que vous vous êtes reconnu quelque part là-dedans. Et j'espère que vous savez que les calculs peuvent toujours, à la fin, tourner dans l'autre sens. Il y a une fondation communautaire dans la ville voisine avec un nouveau fonds en son sein désormais, le fonds Rosalind Westbrook. Il finance les femmes à qui l'on a dit, à un moment ou à un autre de leur vie, que leur valeur était un chiffre qu'une famille pouvait déduire. Les frais d'inscription à l'université publique, la caution pour un premier appartement, le simple coût pour s'en sortir. J'ai signé les documents de fondation la semaine dernière au bureau de Francis Hartley avec un stylo noir muni d'une bague en or et de 2 initiales gravées près du capuchon. Quand j'ai eu fini, je l'ai rebouché avec un petit clic satisfait. Le même son que ma mère faisait juste avant de le faire glisser sur la table pour me faire payer. Ce matin, une lettre est arrivée de la première jeune femme que le fonds a aidée. Une seule ligne d'une écriture qui s'affirmait vers le bas de la page, « Merci de m'avoir vu ». Même stylo, nouveau nom sur la ligne. Et cette fois, c'était le mien à donner. Le stylo qui m'a construite finance maintenant.